futurs plus gros entrepreneurs, les futurs grands milliardaires de demain sont une génération de créateurs de contenu. Le personal branding, ça existe depuis très 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 longtemps en fait. Napoléon faisait du personal branding, les rois de France faisaient du personal branding. Moi, je vais parler de l'effet de levier infini de la nouvelle génération d'entrepreneurs. Qu'est-ce que fait vraiment Apple pour être Apple ? Seulement 1% des podcasts vont au-delà du 20e épisode. Ce début d'épisode m'a été inspiré par je te fais une citation d'un entrepreneur que tu connais peut-être, Naval Ravikant. Tu vois qui c'est ? Tout à fait. Ouais. T'as déjà écouté un petit peu des podcasts parce que j'ai écouté un podcast de lui il y a pas longtemps chez Joe Rogan. Tu l'as écouté ? J'ai ni écouté ni lu, mais c'est sur ma longue liste des trucs que je dois lire. En fait, moi je t'avoue que je le connaissais pas très très bien, mais figure-toi que c'est un personnage assez cool quand même, qui dit des trucs super intéressants. Et il y a une citation en particulier, moi, qui m'a pas mal marqué. En anglais, évidemment, je te la fais. We live in a world of infinite leverage. Donc, en français, ça donnerait on vit dans un monde d'effets de levier infini. Mm-hmm. Et alors, à quoi il faisait référence ? Il faisait référence évidemment à la première partie de ce podcast. Mais je vais commencer par te poser une question avant d'attaquer dans le dur. Louis, est-ce que tu penses que les plus gros entrepreneurs, les futurs plus gros entrepreneurs, les futurs grands milliardaires de demain sont une génération de créateurs de contenu ? Et quand je te dis de demain, je te parle dans 10 ans ou dans 20 ans, par exemple, pas l'année prochaine. C'est un peu tôt, c'est un peu rapide l'année prochaine, mais mettons dans 5 ans et puis même dans 10 ans et 15 ans, 20 ans. Un bon horizon de temps, ça. C'est une très bonne question. Je ne sais pas si ça va devenir eux à 100%. Je pense pas du tout d'ailleurs que ça devienne eux à 100%. Mais par contre, je pense qu'il y a une grosse partie d'entre eux qui vont effectivement devenir les milliardaires de demain pour la simple et bonne raison que le personal branding, ça existe depuis très 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 longtemps en fait. Napoléon faisait du personal branding, les rois de France faisaient du personal branding. Les stars américaines dans les années 70, 80, 90 faisaient du personal branding et aujourd'hui c'est poussé à l'extrême et je pense que c'est juste l'identification à un être humain et qu'on est programmé pour ça et donc oui, je pense que ça va beaucoup jouer dans les futurs grands puissants de ce monde. Ouais, et puis c'est marrant parce qu'en plus il y a un fossé qui s'est creusé, qui était là naturellement au début entre la création de contenu et ce qu'on appelle des vrais entrepreneurs qui sont des gens, comme on disait un peu dans l'épisode précédent finalement, qui créent des chaînes de restaurants, qui envoient des fusées sur la Lune ou qui font des choses compliquées. Et puis les gens qui font des vidéos sur YouTube, pour le dire vulgairement. En fait, ce fossé, je trouve qu'il se réduit de plus en plus. Et du coup, on fait de moins en moins la distinction. On a de plus en plus de gros entrepreneurs qui sont présents sur les réseaux sociaux et qui créent du contenu, parfois même qui aident, qui conseillent un peu de plus jeunes entrepreneurs, qui font du contenu, des petites formations sur YouTube, qui font des podcasts, qui font ceci, cela. Et donc le fossé se creuse, mais se resserre. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Et du coup, je me suis effectivement posé cette question. Donc c'est la grande première partie de cet épisode. Donc très rapidement, juste si on parle du programme, moi je vais parler de l'effet de levier infini de la nouvelle génération d'entrepreneurs. On a une deuxième partie on a une célébration à faire dans cet épisode, une grande célébration, alors j'en dirai pas plus. On va parler de capsules temporelles également, ça va être intéressant. Et on a une troisième partie, Louis, ça parle de quoi la troisième partie ? C'est une troisième partie sur... on fait tout le temps des blagues sur Apple, sur le fait qu'ils sont très forts, qu'ils sont très grands et tout. Mais on va rentrer dans le plus gros coup de génie d'Apple de ces 10 dernières années et on va venir comprendre comment ils ont fait un hold-up complet sur le marché des smartphones et éventuellement comment essayer de reproduire ça à son échelle. Ok, très bien, ça me semble intéressant. Qui n'est pas, j'imagine, le mirroring de la WWDC qu'ils ont sorti juste hier, où ils ont montré qu'on allait pouvoir contrôler son iPhone depuis son PC et inversement maintenant. Enfin, inversement, non, je sais pas. C'est que dans ce sens-là, je crois. C'est que dans ce sens-là. Mais non, c'est pas ça. C'est cool. Ok. Très bien. Alors, partons sur le premier sujet, du coup. On l'a un petit peu entamé déjà. Moi, ce que j'avais envie de faire, en fait, c'est de prendre le temps de regarder un petit peu ce qui se passe, plus ou moins en sous-marin, mais enfin, c'est quand même assez évident. On le voit de plus en plus, en fait, des créateurs de contenu profitent de leur notoriété, de la création de contenu et de faire des vidéos sur YouTube depuis des années, et pas forcément que des YouTubeurs, ça peut être aussi d'autres plateformes, pour monter... j'allais dire des vrais business, je ne devrais pas dire ça comme ça, mais en fait de grosses activités, c'est-à-dire des choses qui se valorisent en dehors même de leur personal branding à eux. Ils utilisent leur personal branding comme effet de levier pour monter toutes sortes de business, mais derrière, ils peuvent créer
des entreprises qui peuvent vivre leur vie. Donc, il y a plein d'exemples en fait. Et je trouve ça tellement intéressant que j'ai pris le temps d'aller compiler des exemples à droite à gauche. Ça peut être justement des petits entrepreneurs, des tout petits entrepreneurs. Ça peut être sur le marché français et ça peut être jusqu'à des très très gros entrepreneurs, des grosses stars. Le plus gros youtubeur du monde fait ça. On a un certain nombre de youtubeurs aussi en France qui font ça. J'en ai pris quelques-uns. Et j'ai une série d'exemples comme ça qui montrent qu'on est quand même sur une grosse tendance de fond, selon moi, où de plus en plus, justement, on voit que les créateurs de contenu sont finalement vraiment des entrepreneurs. Et les influenceurs et les youtubeurs, etc., sont vraiment des entrepreneurs. Et les gens commencent à le réaliser d'autant plus qu'ils les voient accomplir de grandes choses comme ça et pas seulement faire leur travail de créer du contenu, du coup. Et ça amène, c'est marrant parce que j'ai pensé à ça dans la semaine, ça amène pour moi une séparation entre ceux qui sont juste créateurs de contenu et ceux qui sont en fait entrepreneurs dont créateurs de contenu. Même si créateur de contenu, c'est le premier truc. Et en fait, j'ai pensé à ceux qui sont juste influenceurs Instagram depuis très très longtemps, par exemple, et qui vivent de leurs sponsors, qui vivent peut-être des publicités Insta, qui vivent de... non, il n'y a pas de revenus sur Insta, je crois. Mais qui vivent de leurs sponsors, qui vivent de tout ça, et qui ne sont pas entrepreneurs au sens littéral du terme. C'est-à-dire que ce qu'ils postent au quotidien, c'est leur vie. Ils n'ont pas de marque, ils n'ont pas de branding, etc. Et du coup, il y a une vraie dichotomie, je trouve, un vrai gap qui va se créer entre ceux qui font des choses autres que la création de contenu et qui en fait se servent de la création de contenu et ceux qui ne font de la création de contenu que pour ce que c'est en soi. Il y a une vraie séparation, je trouve, qui commence à se créer entre les deux. J'ai réalisé ça cette semaine et je trouve ça très intéressant que ça puisse se séparer. J'espère que ça va se séparer dans l'esprit des gens au fur et à mesure. Et j'espère surtout que ça inspirera nos auditeurs à avoir une vision peut-être très long terme sur la création de contenu en se disant voilà, je fais un podcast, je fais une chaîne YouTube, je fais ceci, cela. Et en fait, je peux faire de grandes choses grâce à ça. Et c'est un effet de levier, comme je disais au début, infini. Et ça, c'est grâce à les algorithmes, les plateformes et le fait que même quand tu dors, tu peux avoir des millions de vues, etc. Et ça, c'est juste incroyable et c'est des opportunités qu'ont nos générations qui n'existaient pas il y a quelques années encore. Et c'est ce monde-là dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui et cet effet de levier infini là. Alors du coup, j'ai compilé un certain nombre d'exemples et le but, ça va être de les passer assez rapidement en revue, mais c'est vraiment pour vous inspirer en fait et pour vous montrer. J'ai pris plein d'exemples différents. On va rester sur le marché français dans un premier temps et ensuite on va aller sur le marché US. Sur le marché français, naturellement, c'est des plus petits créateurs que j'ai pris en exemple, simplement aussi parce que c'est généralement des plus petits créateurs tout court, mais on bifurquera par certains gros exemples qui peuvent être intéressants. Que j'ai des fois en tête rapidement, il faudra que tu m'aides un petit peu à retrouver certains noms de youtubeurs connus. Je commence par des exemples simples. Ici, j'ai un youtubeur que moi je suis juste de temps en temps qui s'appelle Benjamin Code, qui a créé une plateforme qui s'appelle Meet Sponsor. Tu connais cette plateforme ? Ouais, tout à fait. Ouais. Je suis allé jeter un œil parce que je voulais m'inscrire et en fait, il faut avoir 50 000 abonnés, je crois. Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas essayé de m'inscrire. Je ne connais pas du tout les requirements. Je ne suis pas encore dans cette élite. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, effectivement. Donc Benjamin Code, qui est un YouTuber qui produit des vidéos autour du code, mais des vidéos assez divertissement quand même. On n'est pas sur du tutoriel du coup. Et Benjamin Code, c'est pas son premier coup d'essai, mais c'est sa dernière plateforme, son dernier bébé. Et il a créé une plateforme qui s'appelle Meet Sponsors, qui permet donc aux YouTubeurs et aux sponsors de se rencontrer sur une plateforme. Et quand je dis de se rencontrer, il y a tout un tas de petites features qui, je suppose, n'existent pas ailleurs, mais en tout cas qui permettent à la plateforme de se différencier. Notamment, par exemple, quand tu recherches dans la base de données de la plateforme et que tu tries par YouTuber, tu peux voir, par exemple, sur un YouTuber comme Squeezie, tous les sponsors qui sont passés sur la chaîne de Squeezie. Et donc, ça te permet de voir directement un flux avec, Squeezie, il a bossé avec ça. Tous ces sponsors qui sont aussi sur la plateforme, le but pour toi, c'est de pouvoir trouver du coup des sponsors en regardant d'autres youtubeurs ou d'autres créateurs un peu dans ton marché de niche, etc. Et de trier comme ça. Donc, tu as une gigantesque base de données et vraiment une espèce de marketplace. Enfin, on est sur de la mise en relation entre des sponsors et des créateurs. Et il y a des petites features comme ça qui sont assez originales en fait. Je trouve ça assez cool. J'ai aperçu certaines interfaces, de voir vraiment comme ça en un coup d'œil et trouver des idées de sponsors. Ah, lui, il bosse avec ce sponsor-là, donc peut-être que je peux bosser avec lui aussi, ou alors au contraire, je ne veux pas bosser avec eux. Enfin, ça peut être dans les deux sens. Mais il y a des fonctionnalités vraiment intéressantes. Donc là, on est sur un exemple de SaaS, de plateforme, un projet qui est codé par son créateur. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais trouvé ça très intéressant parce que, comment dire,
Premièrement, effectivement, il y a des petites fonctionnalités très bien. Et deuxièmement, ça permet quand même aux petits créateurs. Alors, enfin, je pensais que ça permettait aux petits créateurs. Du coup, c'est visiblement pas l'objet pour l'instant. Mais à la base, je me suis dit, punaise, c'est vraiment incroyable parce que quelqu'un qui a 1000 abonnés, par exemple, bah, il peut aller démarcher. Il sait où aller démarcher éventuellement pour avoir des sponsors, pour pouvoir commencer à générer des revenus avec sa chaîne et tout. Au final, visiblement, c'est pas le cas pour l'instant. C'est pas l'objectif premier. Mais multiplier les petites initiatives comme ça qui vont permettre aux petits créateurs de se dégager un revenu, parce que ça peut ne pas du tout être un travail principal, hein, bah, je trouve ça intéressant. Et en fait, ça peut devenir non pas un hobby, mais que plein de gens aient un side business où ils créent du contenu, tu vois. Moi, je suis créateur de contenu, mais je consomme aussi du contenu. Donc, c'est pas quelque chose où... c'est pas comme certains métiers où on peut pas tous le faire. C'est-à-dire qu'on peut pas tous être entrepreneur, par exemple. C'est pas possible. Parce que sinon, il y a un truc qui marche pas, quoi. Il faut des salariés pour que ça fonctionne. Par contre, créateur de contenu, on peut tous l'être. Tous. On pourrait tous créer du contenu en permanence. Ça poserait pas de problème. Ouais. Et être ce qu'on appelle un micro-influenceur, où j'ai découvert le jargon de nano-influenceur pour les comptes LinkedIn qui ont 1000 abonnés, par exemple. On parle de nano-influenceur. C'est mignon. Oui, c'est mignon. Et il y a des stratégies. Hein. Se créer une armée de nano-influenceurs peut être intéressant pour une marque e-commerce, par exemple, ou pour d'autres. Totalement. Je passe plus rapidement du coup sur la suite pour qu'on ait le temps de traiter tout mon sujet. Là, le prochain, j'ai pas beaucoup d'infos sur eux, mais c'est juste un exemple qui est assez différent puisqu'on est sur du consommable du coup. C'est alors c'est un couple, je pense que c'est un couple. En vrai, je sais pas si c'est un couple. Si c'est pas un couple, je suis désolé. Meryl Bissonnier et Flavio Guionno qui ont un podcast qui s'appelle Corps et Esprit. Ils font du contenu essentiellement sur la santé, la productivité. C'est très orienté entrepreneur quand même. Donc quand je dis santé, c'est un peu par le prisme d'être un entrepreneur, de vouloir être plus productif, de vouloir être plein d'énergie, etc. Donc il y a un peu cet angle-là sur leur contenu. Ils sont présents sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, etc. Okay. Et ils ont créé, grâce à leur notoriété, une marque de compléments alimentaires, mais une marque de compléments alimentaires nichée pour les entrepreneurs. Et donc ils l'ont appelée Nutripreneur. Ce qui est ultra efficace, ce qui est très intelligent, très smart, ça marche bien. J'avoue que je ne suis pas client de cette marque. Moi, j'ai déjà mes marques, je sais déjà à qui, je n'ai pas spécialement envie de revenir là-dessus et tout. J'ai juste découvert leur travail par hasard et je trouvais que c'était intelligent. Podcast, santé, productivité, etc. Et derrière une marque de compléments alimentaires, Nutripreneur, qui a une bonne visibilité, ils ont des clients et tout, ça, je pense que ça fonctionne bien. Donc voilà un bon exemple, encore une fois, d'effet de levier à partir d'une communauté et de quelque chose qu'on peut créer derrière. Surtout que je pense que tout ce qui est complément alimentaire, c'est de plus en plus accessible, j'ai l'impression, pour des gens peut-être de créer ce genre de choses. J'ai l'impression qu'il y a des entreprises qui font de la marque blanche pour que les gens puissent créer des marques de compléments alimentaires de plus en plus facilement. Peut-être que toi, tu t'es un peu renseigné autour de ta thématique e-commerce, justement. Ouais, tout à fait. Il y a de plus en plus de marques blanches. Donc une marque blanche, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste des usines qui produisent et qui ensuite proposent de mettre ça dans des packaging et des étiquettes que vous faites. Et ensuite, vous leur achetez les produits. Ça peut être du stock ou sous forme de dropshipping. Dropshipping, c'est un mot qui est devenu très galvaudé, mais qui à la base veut juste dire que ce n'est pas vous qui expédiez les produits. Il y a d'immenses boîtes cotées en bourse qui fonctionnent sous forme de dropshipping, puisque c'est juste le fait. Moi, je l'ai fait avec du café, du dropshipping, pour vous dire. Ouais. Je vous dirai pas où, mais si vous cherchez sur Internet, vous trouverez des gens qui vous proposent de faire votre blend de café sur mesure et d'envoyer eux-mêmes les paquets de café en grains et tout à vos clients. Donc, c'est carrément possible, même avec du café, par exemple. Ouais, on peut le faire avec tout et n'importe quoi aujourd'hui, vraiment. Et donc, je trouve ça super intéressant aussi. Et en fait, effectivement, il y a plein. Ça coûte même pas si cher en fait. Il y en a qui le font avec des compléments alimentaires. Maintenant, on peut le faire avec des produits de beauté faits en Europe et tout, ce qui enlève toutes les questions de est-ce que ça va pas faire des réactions bizarres sur la peau et tout. Pas du tout. Que les trucs avec toutes les certifications qu'on connaît ou qu'on connaît moins. Mais il y a de plus en plus de trucs en marque blanche justement pour faciliter le lancement de marque. Et quand on est un créateur de contenu, c'est tout de suite beaucoup plus simple parce qu'on a une audience et que l'audience c'est clairement, je pense, l'asset qui va avoir le plus de valeur dans les années à venir. Donc voilà pour Nutripreneur. Encore un petit exemple sur le marché français. J'en ai un autre juste ici sous les yeux. Je te l'ai un peu spoil il y a quelques jours, Louis. C'est l'exemple de Marketing Mania, tout simplement. Donc on est encore sur du SaaS là aussi, mais Marketing Mania, qui est la chaîne de marketing la plus connue, je pense, sur YouTube aujourd'hui, a lancé il y a à peine quelques années un SaaS qui s'appelle Schoolmaker. Donc quand je dis SaaS, je veux bien dire le logiciel, ça veut dire en français logiciel en tant que service. Donc c'est tout ce que vous achetez sur Internet, du logiciel, Dropbox, ce que vous voulez. Je ne sais pas si j'ai pris le meilleur exemple, mais vous comprenez l'idée.
Et Schoolmaker, donc on en a parlé, on a dédié un épisode un petit peu à ces logiciels en général qui révolutionnent un petit peu la formation en ligne sous plein d'angles d'attaque différents. Et Schoolmaker, l'idée c'est d'avoir une plateforme un peu augmentée avec beaucoup plus d'interaction entre le coach ou le formateur et les élèves. Il y a plein de fonctionnalités et on dépasse clairement le cadre de juste livrer des formations en ligne sur une plateforme. Ouais. Toi, tu as testé un petit peu, donc je ne sais pas il me semble qu'il y a des fonctionnalités communautaires du coup. Ouais, c'est ça. Et puis plein d'autres choses. C'est super intéressant. Ça a beaucoup de potentiel pour moi et moi, tous les 2 mois à peu près, je vais voir si ça vaut le coup que je migre dessus, quoi. Okay. Je suis toujours dans une optique de voir ça. L'objectif vraiment, c'est en fait de faire les formations avec le plus haut taux de réussite possible. C'est d'impliquer les gens au maximum. Donc, c'est pas du tout sur la partie vendre le plus possible, mais bien sur avoir le plus de réussite possible. Je me rappelle, il avait vraiment un angle high ticket et de dire il pousse à avoir des clients qui ont tendance à vendre une prestation, non pas 300 €, 500 €, mais 2 000 €, 3 000 €, 5 000 €. Et d'avoir cet accompagnement, cette proximité que tu ne trouves pas avec une plateforme qui livre juste des formations en ligne. Exactement. Et du coup, il a trouvé un marché dans lequel ses clients ont énormément de valeur vis-à-vis de lui, je veux dire, c'est des clients hyper intéressants, c'est des clients qui peuvent payer 100 €, 200 €, 300 € par mois pour un logiciel. Et ça les vaut vraiment, donc de ce point de vue-là, c'est assez réussi. En l'occurrence, pour avoir écouté son propre podcast qu'il a relancé il y a quelques mois à peine, il a parlé un peu de sa plateforme à un moment, et donc c'est une plateforme qui a lancé en 2022. Tout ce que je sais, c'est qu'il a fait un petit 50%. Petit, ça dépend, hein, 50% de 1 milliard, c'est bien, tu vois. Donc ça dépend, c'est relatif, mais il a fait un 50% en 2023. Le projet se porte bien. Marketing Mania, c'est typiquement quelqu'un qui a cette fibre entrepreneur où très rapidement, il a pensé à déléguer, automatiser, créer des équipes, etc. pour que le projet ne dépende pas juste de son image à lui, de Stan Leloup. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et Schoolmaker, c'est une boîte vraiment à part entière de Marketing Mania avec ses propres équipes, avec son propre CEO qui n'est pas Stan. Donc, voilà, tout ça, il faut le savoir et c'est hyper intéressant et ça montre qu'il a vraiment cette perspective qu'on aborde là justement dans le podcast. Voilà pour le marché français. Et puis évidemment, impossible de ne pas citer l'exemple le plus frappant sur le marché français qui est... tu dois l'avoir du coup là, je pense, Louis. Non, j'en ai deux en tête. Ah, ok. Bon, du coup, moi, l'exemple que j'ai qui est vraiment de loin le plus pertinent, je pense, c'est évidemment Copylost. Cet hébergeur sur le marché français lancé par un formateur WordPress. Donc, c'est quelqu'un qui fait des tutoriels, des formations WordPress. Et qui a lancé un hébergeur spécialisé WordPress grâce à son audience. Mais est-ce que c'est vraiment un hébergeur ? Ah, mais oui, c'est vraiment un hébergeur. Mais évidemment, notre vision sur le moyen long terme, c'est d'être beaucoup plus qu'un hébergeur. En tous les cas, pour le moment, c'est difficile de présenter ça autrement qu'en étant un hébergeur. Donc, on est très clairement un hébergeur. Mais Louis me tend une magnifique perche pour vous expliquer qu'effectivement, on a une vision plus de plateforme un peu qui peut vous accompagner sur plein d'aspects de vos sites WordPress pour les créer, les gérer, etc. J'en ai encore parlé ce matin avec mon CTO. Donc, plein de belles choses en perspective. On est très ambitieux, mais très ambitieux, il va falloir dire qu'il faut être très patient. C'est surtout ça que ça veut dire. Voilà. Je ne vais pas perdre plus de temps sur cette petite blagounette parce que sinon, on ne va pas s'en sortir sur notre première partie. J'avance directement sur le marché US. Je voulais juste rester rapidement sur le marché français pour dire que il y a aussi une tendance un peu des gros youtubeurs à faire ce genre de choses. On voit notamment à créer des chaînes de restaurants, des chaînes de burgers. Ça, c'est un vrai sujet. Voilà. Hein. Ça, si on pouvait... On en a parlé plusieurs fois dans la semaine avec Victoria. Il y a une épidémie. Je sais bien. Il y a une épidémie qui cache beaucoup de business. Hein. Plus du business d'ailleurs que autre chose. Parce qu'en fait, il y a des... comment je pourrais appeler ça ? Il y a des grosses sociétés, producteurs de burgers notamment, il y en a de burgers, assez connu. De dark kitchen. Une dark kitchen, c'est un restaurant où on peut pas venir manger sur place et qui fait tout en livraison globalement et qui sont en fait venus contacter des youtubeurs pour faire des marques. Et du coup, tous les youtubeurs se mettent à faire des marques de fast-food. Alors, il y en a qui le font différemment d'autres. On a pu en voir, j'en ai 2 en tête, si ça vous intéresse, de voir ceux qui font ça mieux que les autres. Il y a Valouz, qui est un youtubeur qui est un youtubeur spécialisé dans la bouffe depuis des années, il fait des dégustations et tout. Lui, il a fait une vraie marque. Il s'est associé, il a vraiment travaillé, etc. Et un deuxième qui a fait ça très bien, très récemment, et j'aurais pas cru qu'il ferait ça très bien. C'est un des plus gros youtubeurs de France. C'est Michou. Qui est sûrement détesté par énormément. Il vient de le faire là en plus.
Ouais, il vient de le faire, ça a ouvert cette semaine. Et en fait, ça a été très bien fait. C'est-à-dire qu'il a été très bien accompagné, il a très bien suivi les choses. C'est pas fait avec un partenaire comme Taster, qui est une Dark Kitchen. Voilà, ça a été très bien construit. Il y a eu du cœur dedans. Ça fait 1 an et demi qu'il bosse dessus. C'est pas une opportunité business, c'est un plaisir. Donc il y a de quoi reconnaître ça. Mais il y en a plein qui font ça par pure opportunité business. Et notamment un qui fait ça il y a pas très longtemps. Il y a eu des dessous assez intéressant sur cette histoire, mais c'est Amixem, gros youtubeur français aussi, qui s'est mis d'un coup à nous dire qu'il avait une nouvelle chaîne de burgers, en Dark Kitchen évidemment, et que c'était d'un coup, il y avait une centaine de points de vente dans la France. Ouais, ça me semble pas sortir tout à fait de nulle part. Finalement, c'est assez facile à analyser quand même. Amixem, il a une certaine proximité quand même avec MrBeast dans l'ADN, je veux dire, est-ce qu'il essaie de le faire, etc., ça, à l'échelle du marché français. Et donc, en fait, il a juste littéralement marché sur les traces de MrBeast, en essayant de faire un petit peu la même chose. J'ai l'impression qu'il y a quand même une forte source d'inspiration, quoi. Oui, certes, mais il y a un petit détail que tu n'as pas, je pense. Ouais, c'est possible. C'est qu'en fait, quand on travaille avec Tester, normalement, on commence par ouvrir 2-3 restaurants pour voir si ça marche, pour tester, justement. Ouais. Et là, à Mixem, dès le début, il y en a une centaine. C'était quand même drôlement bizarre. Donc je suis allé creuser un peu et en fait je me suis rendu compte de quelque chose qui va sûrement décevoir les gens qui écoutent ce podcast et qui comptaient aller manger des Star Smash burgers. Je vous invite à regarder si vous n'êtes pas du tout familier avec tout ça. Allez jeter un œil quand même. Ça vaut le coup, surtout vis-à-vis de ce que je vais vous dire après. Mais en fait, Star Smash, c'est juste un rebranding d'une marque Taster qui ne fonctionnait pas. Donc les burgers sont les mêmes, les sauces sont les mêmes, les emballages sont les mêmes, les cuisines sont les mêmes, tout est identique. Ils ont juste contacté Amixem, ils lui ont demandé son image et ils lui ont demandé de créer un petit branding autour de son truc. Ils ont sûrement fait une magnifique proposition de branding, ils sont arrivés avec quelque chose. Ça a été validé et donc ça s'appelait, je sais plus comment ça s'appelait, mais ça s'appelait un truc avec steak ou avec viande dans le nom. C'est pas bête. Alors, mais je sais pas, après c'est peut-être des mauvais burgers, c'est peut-être, si ça marchait pas, c'est peut-être qu'il y avait une raison. Je pense que c'est bon parce que c'est Taster et que globalement ils font ça quand même très bien, c'est des bons produits et tout, c'est bien fait. Ça a déçu quand même, j'ai l'impression, il y a eu, ça a déçu beaucoup de gens et moi je suis dépité quoi, il y a rien de légitime en fait. C'est différent en fait on imagine l'artisan qui crée son projet et là c'est vraiment juste il a reçu un mail make-up sur un truc qui existait déjà et il a reçu exactement. Un mail. C'est vrai que je peux comprendre la déception, c'est pas forcément mauvais moi de mon point de vue ce que tu me décris là, mais c'est peut-être l'art et la manière d'amener la chose aussi. C'est vrai que c'est pas ce qu'on attend, tu vois, le petit bébé du youtubeur qui crée son premier restaurant, il a tout fait avec amour, le gars il est en cuisine, il a pensé chaque plat machin, il veut plein de love dans chaque assiette. Et là on se retrouve avec un rebranding et tout. Je pense que ce que je viens de décrire, c'est ce que les gens attendent. Et peut-être qu'il a un poil amené comme ça aussi, je sais pas, sur les réseaux sociaux. Un peu trop. Et c'est si vous voulez voir, en tout cas aller goûter des créateurs de contenu qui ont travaillé leur plat et tout, les deux que je vous ai cités ont vraiment fait ça bien, ont vraiment tout goûté. Ils ont créé du contenu autour de ça, du coup, où ils goûtent tout, où ils font des trucs et tout. Enfin, c'est super intéressant à suivre, je trouve. Top. Louis-San aussi qui a fait un restaurant japonais qui a l'air top. Ouais. Voilà. Bon, il y a pas mal d'exemples. On est obligé de s'arrêter là. Je crois qu'il y a un exemple de youtubeur aussi qui a voulu créer un des gars qui sortait de la Redbox, mais je sais plus comment il s'appelle, et qui a voulu créer un énorme complexe. Vodka. Et qui a fait faillite. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui est un bon exemple de quelque chose qui était stylé, normalement. Voilà. Et qui a pour le coup pas marché. J'ai pas toute l'histoire de pourquoi ça a pas marché. Mais je sais pas si on a le temps de la raconter. Donc, non, moi je l'ai pas non plus. Non, je sais que ça lui a coûté très cher et qu'il est un peu dégoûté et qu'il comprend pourquoi, mais non, j'ai pas le détail. Ok. Ça c'était pour le marché français. Et puis pour le marché US, je vais aller un peu plus vite, sauf si tu en as un ou deux que tu veux commenter. Mais c'est vraiment pour vous dire, voilà, en gros, je parle vraiment quasiment d'un tsunami, quoi, d'une lame de fond, ce qu'on vous dit. Et c'est quelque chose que vous allez voir de plus en plus, je pense, et qui était encore bien plus présent sur le marché US déjà. Premier exemple que je peux citer, qui est un semi-échec quand même, c'est Ali Abdaal, qui a lancé Ali Abdaal, qui est un youtubeur productivité très connu, tellement connu que je pense que c'est le youtubeur productivité numéro 1 au monde, il me semble. Et Ali Abdaal, qui n'est pas US d'ailleurs pour le coup, c'est un anglais, a lancé une marque de clavier qui s'appelle Light Mode. Et son clavier, c'est un clavier mécanique. Son clavier s'est un petit peu fait lyncher, en fait, notamment parce qu'un youtubeur spécialisé, il faut le voir venir ça, un youtubeur spécialisé en clavier a fait une review de son clavier
Il s'est un petit peu déchaîné, ça a fait tout un drama. Tout ce que je vous dis, ça date d'il y a quelques semaines, à peine quelques mois. Ok. Et malheureusement, son clavier, qui par ailleurs est fort sympathique, et la marque, le branding et l'univers est fort sympathique, a un petit peu capoté, puisque j'ai quelques chiffres. Alors je vais m'exprimer en livres, donc moi je n'ai pas trop la conversion livre dollar ou euro, je vous laisse la faire de votre côté. C'est beaucoup plus, ouais. C'est beaucoup plus, ouais. Il a fait 300 000 livres de stock. Il a fait 300 000 livres de stock, et au moment où il avait fait la vidéo, quelques semaines après avoir lancé, ou un peu plus même, et il en était à 40, après une annonce d'un youtubeur qui a des millions d'abonnés sur YouTube et tout, il en était à 40 000 livres de chiffre d'affaires pour 300 000 livres de stock, un bon moment après avoir lancé, et après aussi la review d'un énorme youtubeur qui a fait des centaines de milliers de vues, etc. Plus tout le drama qui vient avec, fait que malheureusement ça a été un petit peu un échec. Alors ce qui est bien, c'est qu'au moins Ali Abdaal a été 100% transparent là-dessus, et il a fait une vidéo pour l'expliquer. C'est hyper intéressant parce que vous avez les détails de qu'est-ce qu'ils ont décidé, pourquoi ils l'ont décidé, pourquoi les gens l'ont attaqué sur le prix, pourquoi il a décidé ce prix-là, comment il a fait pour designer le clavier, combien ça lui a coûté. Il explique tout, et il s'explique même avec le mec qui a fait la review de clavier et tout. Donc et à la fin, ça se termine bien, voilà. Mais enfin, ça se termine bien. Ça reste pas une grande réussite, mais c'est un cas d'école très intéressant. Et puis Ali Abdaal, c'est un youtubeur très sympathique. Lightmode, c'est pas du tout une marque qui est juste destinée à vendre des claviers. C'est plus dans l'esprit à la fois du nomadisme digital, de la productivité et tout. Donc je sais qu'il veut faire un sac à dos, par exemple, ce genre de choses. Ça, c'est un premier exemple. Après, si on monte en cran très rapidement et qu'on arrive soit sur des très gros créateurs de contenu, soit même sur des stars, les exemples les plus connus, c'est MrBeast qui a aujourd'hui... Alors, il y avait effectivement cette fameuse marque de burgers qui s'est pas très bien terminée pour lui aussi. Je crois qu'ils sont en procès avec le mec qui s'est occupé de ses burgers et lui-même. Mais aujourd'hui, en fait, il a une marque de barres chocolatées très connue qui s'appelle Feastable. Que tu as eu l'occasion, Louis, de goûter il y a quelques jours. Tout à fait. Je t'ai fait une vidéo dégustation. Une petite review personnelle, parce que moi, j'ai pas eu ce plaisir-là, qui est une marque de barres chocolatées. Vous verrez, si vous regardez une vidéo de MrBeast sur sa chaîne, il y a littéralement 3 plugs de Feastable par vidéo. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous regardez une vidéo et à chaque fois, c'est très bien fait. C'est juste, ça arrive tout naturellement dans la vidéo. Genre, ils sont en survie dans la forêt et tout. Hop, on parachute une boîte, mais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Des trucs pour survivre. Des barres Feastable. Oui, les barres Feastable coûtent seulement 7,90 € dans votre supermarché dès maintenant. C'est toujours amené comme ça. C'est brillant. C'est incroyable. Brillant. Les Américains. Feastable qui fait donc partie de l'empire de MrBeast. Empire qui, j'ai récupéré les chiffres juste pour le fun, est valorisé à aujourd'hui 1,5 milliard de dollars. Donc voilà, on en est là. Mais après... le prêt à payer pour ça, c'est être le plus gros youtubeur du monde pour l'instant. Donc voilà. Et j'ai aussi noté quelques stars, pour le coup des stars hollywoodiennes vraiment. Il y a le cas de The Rock qui est très connu. Donc pareil, les chiffres sont délirants. Alors The Rock a lancé une marque de boisson énergisante qui s'appelle Zoa Energy. Donc là, j'ai les chiffres de 2022, c'est 100 millions de ventes. Voilà, chiffre d'affaires. En fait, j'ai noté 100 million sales. Donc, je sais pas si c'est 100 millions de ventes ou 100 millions de chiffre d'affaires. Si c'est 100 millions de ventes, c'est encore... Oui, ça n'a plus rien à voir. Et l'autre marque que je peux citer de The Rock, Teremana Tequila, qui est une marque de tequila, dont la valorisation est estimée à pas moins de 3,4 milliards. Donc ce qui est génial, c'est qu'en fait, tu sais, pour The Rock, lui, en fait, c'est vraiment... Quand je dis We live in a world of infinite leverage, la plus parfaite expression de ça, c'est The Rock, parce que c'est vraiment un side hustle pour lui, quoi. Je veux dire, au final, est-ce qu'il va embouteiller la tequila Il fait rien, en fait. Il a prêté son image, ça lui appartient en grande partie. Je pense qu'il n'a pas 100%. J'ai pas regardé dans le détail, mais peu importe. Moi, je prends même 10% de ça, c'est pas grave. Il ne fait rien. Il ne fait que utiliser son image et tout ce qu'il a construit pendant des années. Il capitalise là-dessus. Et ça donne une valorisation de 3,4 milliards pour une fichue marque de tequila qui, entre nous, est juste de la tequila et c'est tout, quoi. Donc, me faites pas croire que c'est une tequila incroyable. C'est juste de la tequila. Pareil pour sa boisson énergisante, quoi. C'est assez dingue quand même comme exemple. Mais c'est souvent comme ça, et c'est pour ça que je disais au début de cet épisode que l'asset qui aura le plus de valeur ces prochaines années, ça a déjà énormément de valeur, mais c'est l'audience. Et c'est pas seulement le fait d'être connu, parce que ça c'est encore autre chose. Eux, ils sont très connus, ce sont des personnalités publiques.
Mais tu peux juste avoir une petite audience. Je comme suis parti moi, ou de, une un de peu très plus bas, grosse hein. audience Enfin comme toi. très bas, je veux dire en termes de taille d'audience. Je vous ai dit, voilà, nutripreneur, etc. Je vais donner Ouais, des c'est petits ça. exemples et là, j'arrive au gros truc. Mais je voulais vraiment vous donner une vue complète de petits exemples ou Un d'exemples panel massifs, large, quoi. Ouais, clairement. C'est ça, ouais. Ouais, on peut vraiment avoir une faible audience, entre guillemets. Regardez, nos tailles d'audience, on ne se considère pas comme quelqu'un de connu, Non. ni toi ni moi. Non. Hein. Je pense que je m'avance pas trop. On en est même extrêmement loin. Et ça nous va très bien, je pense. Mais par contre, on a une audience. Et cette audience, elle vaut quelque chose. Moi, j'ai des marques qui me payent tous les mois parce que mon audience vaut quelque chose. On vend des formations. Ça a une valeur. Notre entreprise, elle a une valeur parce que on a une audience, on a des gens qui nous suivent. Et ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre de très important. Vous pouvez avoir 1000 personnes qui vous suivent. Si c'est 1000 personnes très engagées, ça vaut quelque chose. Le dernier exemple que j'avais noté, c'est tout simplement l'exemple de Conor McGregor, combattant MMA qui a Exit, une marque de whisky. Donc il l'a Exit. Je ne savais pas qu'il avait Exit. Ouais, il a Exit, ça y est, c'est vendu. Tu as une petite idée de combien lui, il a empoché personnellement? Alors j'ai pris la fourchette, pris une fourchette parce que j'ai vu 2 chiffres différents, mais t'inquiète pas, tu verras, on n'est pas à ça près. Je me dis, c'est qu'il a quand même fait les meilleurs combats de l'UFC. Un Irish, il devait déjà très célèbre combattant de MMA, pour ne pas dire le plus célèbre aujourd'hui, qui a utilisé son image pour financer une marque de whisky qu'il a revendue il y a à peine quelques années. Il devait déjà très bien toucher pendant ses combats MMA, donc je me dis que c'est quand même, c'est forcément plusieurs millions et j'ose espérer plusieurs dizaines de millions pour lui. Donc allez, je vais être sympa, je vais dire 40 millions. C'est plusieurs centaines de millions. Ok. T'avais déjà une petite idée sans doute, c'est gentil. T'as pas voulu casser mon... Ouais, pour terminer, du coup, j'ai espéré. C'est entre 500 et 600 millions. Alors, en fonction des chiffres, des estimations. Donc il a touché des centaines de millions en revendant une marque de whisky, les amis. Une marque de whisky. Voilà. Du whisky. Donc nous, on est là, genre, mais qu'est-ce que je peux faire pour révolutionner le monde? Qu'est-ce que je peux faire qui n'a pas déjà été fait? Je vais vous donner la réponse. Une marque de boisson énergisante, une marque de tequila, ou encore une marque de whisky. Une marque de burger. Une marque de burger, vous pouvez faire ça. Ou une marque de burger. Voilà. Globalement, tout ce qui tue à petit feu l'humanité, qui crée des cancers, et très ça rentable. se vendra extrêmement bien. Et très rentable. Voilà pour ma première partie, et j'espère que ça vous a inspiré vraiment de voir qu'on vit dans un monde justement avec effet de levier infini plus, effet multiplicateur. Mais ça commence par poster votre première vidéo sur YouTube, votre premier podcast sur Apple Podcast, votre premier post sur Instagram ou votre premier post sur LinkedIn, où vous voulez. Voilà, c'est la première pierre à poser si vous voulez en arriver là et avoir un jour une marque de boisson énergisante à valoriser à 100 millions de dollars. Et sur ce, je te propose d'aller directement juste sur une très courte deuxième partie qui est quand même quelque chose d'important qu'on se doit de faire. On se doit de célébrer le 20e épisode du podcast. 20e épisode. Joyeux 20e épisode, Alexis. Joyeux 20e épisode également à toi, Louis. Pourquoi on célèbre particulièrement le 20e? C'est parce que tu m'as expliqué que les podcasts, en général, on dit apparemment seulement 1% des podcasts vont au-delà du 20e épisode. C'était ça, 1%? Oui, c'est ça. Et donc, et on me l'a reconfirmé récemment, ici à Dubaï. On me l'a reconfirmé. Donc, ce chiffre est visiblement toujours d'actualité. Je n'ai aucune idée d'où il sort. Mais on va dire que si un chiffre devient une croyance répandue pour tout le monde, c'est que c'est vrai. Enfin, il est naturellement vrai. Donc, je suis ravi de faire partie du top 1%. Cet épisode n'est pas encore publié, mais je pense qu'il le sera là. Au vu de... Ce serait très drôle qu'on ait un gros problème technique et qu'il n'y ait pas de son sur cet épisode. Et qu'on arrête le podcast après et que du coup, il n'y ait jamais de 20e épisode. Bah oui, du coup, après avoir célébré dans un épisode qui n'est pas publié et qu'il y a eu un problème technique. Exactement. Mais ça m'a fait penser à... Donc, j'en profite pour rebondir sur une micro-thématique. Que dis-je? Une nano-thématique. C'est la thématique de la capsule temporelle. C'est une idée, moi, qui m'a vachement travaillé quand j'étais plus jeune. J'ai toujours aimé l'idée de prendre le temps d'enterrer quelque chose et de le retrouver des années plus tard. Je trouve que c'est une idée qui est à la fois poétique, presque romantique. Et tu vois, je trouve ça trop cool. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une capsule temporelle, du coup, Louis? Oui, je sais. C'est une question rhétorique, évidemment, puisque ça s'adresse aussi à nos auditeurs. Évidemment. Donc, je suis supposé dire non. Non, mais attends, j'ai une anecdote qui va te rendre très jaloux. Ok. Moi, je ne l'ai pas fait, mais Victoria a enterré une capsule temporelle quand elle était au collège. Et il lui reste encore plusieurs années avant d'aller la chercher. Et je sais qu'avec les années, elle se rappelle de moins en moins de ce qu'il y a dedans.
se rappelle qu'elle avait noté des trucs et tout, mais elle se rappelle pas de tout, tu vois. Ça, c'est incroyable. Et donc, elle m'en parle ponctuellement, une fois par an, tu vois. Elle me dit, ah, c'est vrai qu'il y aura la capsule temporelle. Mais enterrer Alors non, où? elle m'en parle Alors, pas je comme veux ça. pas le lieu exact, mais je veux dire, c'est dans un lieu public que tu peux te permettre d'aller l'enterrer ou tu fais comment? Non, c'était Plutôt en forêt. organisé par son collège. Ah, Ils ont tous enterré un truc et je crois que c'était en rapport avec le fait qu'elle c'est en Normandie et du coup c'était un peu genre devoir de mémoire D'accord, ok. vis-à-vis du débarquement, etc. Et donc ils ont fait une petite partie sur ça. Je dis peut-être n'importe quoi, mais en tout cas ça a du sens, donc on va dire que c'est ça. Ok. Et donc je sais très bien ce que c'est une capsule temporelle, Alexis. Ouais, alors du coup, Mais explique-nous un peu plus en bah détail. oui, voilà, non mais juste pour le dire à nos auditeurs, donc mais je pense que la plupart d'entre vous voient bien ce que c'est, et puis sinon vous en avez une image, on vient de vous expliquer un petit peu. Mais grosso modo, l'idée c'est de laisser une trace dans le temps qui perdure, comme un témoignage finalement pour les générations futures, ou pour toi-même, dans plusieurs années, dans plusieurs décennies, quelque chose qui survit au temps et que tu peux récupérer. Donc ça peut être soit effectivement une boîte que tu enterres, une capsule, un truc simple, quoi. Ou ça peut être des trucs beaucoup plus sophistiqués, notamment ce à quoi je voulais faire référence dans ce podcast, qui est en fait la création de contenu en elle-même à proprement parler en fait. Et c'est une remarque que je me suis faite il y Tout à a fait. quelques jours, que je m'étais déjà faite par le passé, mais je me suis dit en fait tout ce que je laisse aujourd'hui de moi sur Internet, ce qui est dingue, notamment du point de vue de mes enfants plus tard, c'est que c'est vraiment des capsules temporelles, quoi. C'est que je laisse plein de traces de ce que je fais, de comment je pense, de qui je suis, de qu'est-ce qui se passe dans ma vie, au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois et des années. Et en fait, tout ça, ça perdure, ça reste. Et je vais avoir ça dans plusieurs dizaines d'années. Je vais garder des traces de tout ce que je fais maintenant. Et ça, je trouve ça assez dingue. Je sais pas si les gens réalisent, Tout à quand fait. ils se posent la question de est-ce que je crée du contenu ou pas, qu'ils peuvent laisser comme ça des traces d'eux-mêmes. Et ça peut être juste d'eux pour eux dans plusieurs années. D'ailleurs, je crois que MrBeast avait fait quelque chose comme ça. Il avait fait une petite vidéo où il s'était parlé Ouais, à tout à lui-même. fait, ouais. C'est une de ses vidéos les plus vues, ouais. Ouais. C'est une de ses vidéos les plus vues parce que du coup, il a fait le React 5 ans après ou 7 ans après, je crois. Et c'est très impressionnant, ouais. Moi aussi, c'est un truc qui me procure un sentiment de nostalgie du futur. Ouais, un peu, ouais, tu exactement. vois. Je suis nostalgique du moment où je vais revoir. Et c'est un sentiment très agréable, je trouve, Je suis d'accord. Je ressens la même chose. qui donne envie, tu vois. Après, je pense qu'il y a plein de gens qui, de manière générale, n'aiment pas la nostalgie. Moi, j'aime beaucoup la nostalgie. J'adore la C'est nostalgie. un sentiment que Je me biberonne à la nostalgie. que j'accueille avec plaisir. Et donc, ouais, je trouve ce concept très intéressant et on peut le faire à son échelle sans création de contenu. Ouais. Moi, dans mon téléphone, dans mon agenda, j'ai des rappels de choses à faire dans plusieurs années. Je me suis envoyé un message à moi dans le futur. J'en ai oublié la majorité parce que je les ai fait il y a longtemps. Mais je me suis mis des rappels en 2027 d'envoyer un message à un tel ou de confirmer à un tel que j'ai bien fait ce que j'avais dit ou que j'ai pas fait ce que j'avais dit que je ferais pas, etc., etc. Je me suis mis des petits messages que je recevrais dans le futur parce que là j'ai complètement oublié, même si je cherchais ça me prendrait beaucoup trop de temps et puis je cherche pas parce que j'y pense pas au quotidien, mais c'est un truc qu'on peut faire à sa propre échelle, quoi. Absolument. Bah, en tout cas, ce podcast m'a inspiré cette idée de la capsule temporelle parce que pour moi, ce podcast, c'est ça aussi pour nous. Tout à Et fait. je trouvais qu'il y avait un lien Ouais. intéressant avec l'épisode d'avant, la partie d'avant. Si vous fallait une raison de plus de peut-être créer un peu de contenu dans votre vie, très modestement, hein, sans prétention, ça pourrait être aussi ça. Ça pourrait être de vous dire que vous laissez une trace de quelque chose que vous allez retrouver dans longtemps. Absolument, Et je trouve ouais. cette idée assez séduisante. Donc je ne peux que vous y encourager. Ce qui me rappelle aussi, pareil, on l'a évoqué dans un épisode il y a longtemps, je pense, ce qu'a fait Jeff Bezos, ce qui s'appelle l'horloge de 10 000 ans, un truc comme ça. C'est un nom un peu compliqué. The Long Way Clock, un truc dans ce style, qui est une horloge où il a dépensé des dizaines de millions, qu'il a construit là quelque part aux États-Unis, et qui indique l'heure, mais qui indiquera toujours l'heure d'ici 10 000 ans. Il a construit un espèce de petit monument comme ça. T'en as entendu parler ? Il me semble que oui, on en avait parlé ensemble. Non. Non ? Ok. Ça me dit rien. Alors vous pouvez taper 10,000 hours clock, et vous pouvez éventuellement rajouter Jeff Bezos, mais c'est pas nécessaire, et vous allez voir qu'il y a j'ai le nom sous les yeux en fait, Clock of the Long Now. Ouais, je crois que c'est ça. Et c'est une horloge qui a été construite pour qu'elle affiche encore l'heure d'ici 10 000 ans. Donc c'est littéralement le principe d'une capsule temporelle là aussi. Donc Ouais. assez cool, assez canon. J'aime bien les sauts dans le temps comme ça. Voilà, en tout cas, félicitations encore une fois à Louis pour avoir tenu jusqu'au 20e épisode avec moi en ma compagnie.
Et puis, Bravo à toi ça va aussi. nous permettre d'aller tranquillement vers ta partie et ce que tu voulais nous partager dans cet épisode. Tout à fait. Donc, joyeux 20e épisode à nous et on se souvient de ce futur épisode dans notre chalet dans quelques temps. Et justement, on pourra en reparler. On se dira, au 20e épisode, tu te souviens Avec plaisir. Ça a commencé. Ça a commencé en support de zone DNS et ça termine. Et ça termine dans un chalet. Vous noterez Mais d'ailleurs donc, au passage oui, qu'à partir du j'ai 20e épisode, petite parenthèse, vous voyez qu'il y a des petits changements un petit peu sur la forme. On verra, on Oui. expérimente, hein, on fait aucune promesse. Vous pouvez juste témoigner de ce qui se passe. Et vous verrez, vous nous direz ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. On essaye de préparer des petites choses un peu plus, etc. C'est le 20e épisode, c'est l'effet 20e épisode sans doute. Voilà. Exactement. Moi, j'ai préparé un petit sujet parce qu'on fait tout le temps des blagues sur Apple en disant qu'ils sont trop forts et tout, mais la plupart des gens ne se posent jamais vraiment la question de pourquoi et de comment et de qu'est-ce que fait vraiment Apple pour être Apple. Donc si on enlève toutes les blagues et qu'on se dit ok, comment une société, comment une entreprise qui part avec les mêmes bases que beaucoup d'autres fait aujourd'hui, je ne vais pas vous faire la genèse d'Apple ou l'histoire d'Apple, c'est pas du tout le but, mais c'est comment elle fait aujourd'hui pour faire des coups marketing de génie, et même pas des coups marketing, mais des coups de marché de génie. Vraiment des choses bien plus complexes que de juste balancer une publicité incroyable, mais vraiment des stratégies de marché générales. Pour ceux qui ne le savent pas, on est le 11 juin et hier, le 10 juin au soir, Apple a fait la WWDC qu'elle fait tous les ans ou 2 fois par an de temps en temps. C'est la conférence d'Apple sur tous les softwares en fait, sur tout ce qui se passe à l'intérieur des appareils Apple. On ne présente pas de nouveaux produits, on ne présente pas tout ça, on n'est pas sur du hardware, on n'est pas sur du produit solide, sur de l'iPhone, de l'iPad, etc. On est sur du software, le logiciel à l'intérieur, iPadOS, iOS, etc. Ils viennent pour la première fois d'introduire l'IA dans les iPhones. Alors c'est assez bluffant pour le coup. Il y a Siri qui a été complètement repensé. Pour ceux qui ont des iPhones, on sait tous que Siri est actuellement nul à chier et d'absolument aucun intérêt si ce n'est pour appeler des gens. C'est-à-dire dis Siri, appelle maman. À part ça, il sait à peu près rien faire. Et là, tout a été complètement repensé dans la manière dont ça fonctionne, dans la manière d'interagir. Ce sera disponible en octobre pour les Américains uniquement, et puis ça sera déployé au fur et à mesure pour tout le monde. Il y a aussi une intégration avec ChatGPT, mais on va voir ça juste après. Et donc, c'est extrêmement intéressant parce que Apple, en fait, ils intègrent de l'IA maintenant. Parce que si on prend un peu de recul, en fait, de l'IA dans les téléphones, dans les smartphones, il y en a depuis quelques temps. Le premier téléphone qui a été marketé en tant que vrai téléphone avec de l'IA, devine quand c'est. C'est pas si vieux que ça, du tout. Ok. Je sais pas, il y a 15 ans, je peux pas te dire. Si c'est pas si vieux que ça, je vais te dire il y a 5 ans du coup peut-être. Ah non, pas du tout. Beaucoup plus récent. Ouais, il y a 5 ans. Non, c'est encore plus récent que ça. En fait, c'est même assez étonnant. Moi-même, en faisant mes recherches, L'année j'étais un dernière. peu étonné, mais le vrai... Oui. Okay. Le vrai premier smartphone avec de l'intelligence artificielle au sens réel du terme, ça date de fin 2023. C'est le Google Pixel 8, le Pixel 8a ou un truc comme ça. Et en fait, c'est le premier à avoir vraiment été téléphone avec intelligence artificielle, etc. Je pensais que tu allais remonter à un truc plus fondamental en disant l'IA est là depuis longtemps, partout et tout. Et je me suis dit, attends, je dois le dire depuis 15 ans, depuis 20 ans. Non, c'était pas du tout. Non, ça va venir. Okay. En fait, on va voir que cette fois-ci, et c'est pas la seule fois, même si Apple est encore en retard, parce qu'entre-temps, on est d'accord, il y a eu pléthore de fonctionnalités chez Samsung, pléthore de fonctionnalités chez Oppo, Huawei, etc. Xiaomi et toutes ces merdes dont on va pas parler. Mais le truc, c'est que quand Apple le fait, c'est une vraie révolution et ça change vraiment beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un truc qu'ils font à chaque fois. Je ne sais pas si toi, tu as remarqué, c'est peut-être quelque chose, toi, en tant qu'utilisateur d'Android ou de Samsung, qui a déjà pu être une blague pour toi, mais quand Apple sort une fonctionnalité, en fait, souvent, ça fait des années que cette fonctionnalité existe ailleurs. Genre, par exemple, la reconnaissance d'empreintes, c'est apparu en premier chez Motorola en 2011, et Apple, c'est 2013. C'est 2 ans plus tard. Alors là, avec le recul, ça ne nous paraît pas beaucoup, mais 2 ans dans l'innovation technologique, dans la création de smartphones, c'est énorme.
Deuxième petit exemple qui lui pour le coup fait très très mal, le premier téléphone avec reconnaissance faciale versus lorsque Apple a intégré de la reconnaissance faciale. Tu penses qu'il y a combien de temps d'écart? J'imagine beaucoup d'années pour aller dans ton sens, enfin dans le sens de ton point, mais Beaucoup d'années si on prend effectivement la vitesse à laquelle va le marché de la technologie et des smartphones. ouais, je Et sais tout. pas, 5-6 Effectivement, ans, pas mal d'années, enfin ouais. le premier smartphone avec de l'intelligence, avec la reconnaissance faciale, c'est Samsung, c'est 2011. Mhm. Et Apple, c'est 2017. Donc il y a 6 ans. Et en vrai, là, pour ceux qui se disent oui, bon, 6 ans, ça va. 6 ans dans le marché Ouais, c'est très long. des smartphones, Normalement, c'est titanesque. C'est vraiment t'as eu le temps énorme. de faire faillite 3 fois normalement, et dans donc- l'idée quoi. Exactement. Et donc, ils accusaient un retard, un peu, selon leurs concurrents. Tu vois, c'était les autres qui avaient les meilleures nouveautés et tout. Pourtant, à chaque fois qu'Apple sort le truc, c'est mieux. Ils packagent ça dans du branding. Tu vois, quand Samsung le fait, c'est de la reconnaissance faciale. Quand Apple le fait, c'est du Face ID. Et ça n'a tout de suite plus rien à voir. Il y a le d'un cas coup, de Vision Pro aussi. De ce que j'ai vu, en fait, il y avait un paquet de Tout à fait. fonctionnalités qui existait en fait depuis un moment dans MetaQuest et tout, mais ça a été complètement Bien repackagé by Apple, quoi, et ça a changé tout, quoi, en fait. Ouais, exactement. Parce que dans la perception des gens, c'est différent. Donc en fait, on n'est pas forcément dans la fonctionnalité en elle-même, on l'est dans l'utilisation et dans la perception des gens. Et en fait, ils peuvent se permettre de prendre du temps à chaque fois. Pourquoi ? Parce que leur stratégie, c'est de sortir plus tard, plus cher et mieux. Ils ont attendu avant de mettre de l'IA parce qu'ils voulaient qu'au moment où ça sorte, ce soit vraiment génial. Et ça va être vraiment génial. Ils ont attendu avant de mettre du Face ID parce que la reconnaissance faciale sur Samsung, c'était pas dingue en fait, jusqu'à ce que Face ID arrive. La reconnaissance d'empreinte, c'était pareil. En fait, ils attendent toujours que ce soit hyper centré sur l'utilisateur, hyper pratique. Ils peuvent perdre des années avant de le sortir. Ils le sortent au moment où c'est vraiment génial. C'est-à-dire que pour le coup, le côté perfectionniste, Apple le pousse à l'extrême au point de perdre des années et des années dans la course à l'innovation parce que ça ne leur pose pas de problème. C'est leur stratégie. Et leur stratégie, du coup, elle va à l'encontre de ce qu'on appelle une stratégie océan bleu, qui est d'aller chercher des nouvelles fonctionnalités dans des nouveaux endroits pour venir se démarquer. Mais en fait, eux, ils le font à un autre point, à un autre endroit qui est très intéressant. Je vous donne un petit exemple avec l'iPhone SE. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un iPhone avec la puissance des meilleurs iPhones, mais un format et un prix compact, un prix mini. Et en fait, cette sortie d'iPhone SE, la première était en 2017 ou 2015, je crois. Puis ils en ont ressorti un en 2019 et ils en ont ressorti un plus récemment. L'iPhone SE est un braquage de marché général. Le gros de ce que je vous dis là est sorti d'une vidéo de Léo Duff qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. En fait, c'est un vrai braquage de marché parce que Apple ont commencé par faire quelque chose qui a été très compliqué pour eux, c'est de dépasser la barre des $1000 pour un smartphone. Et pour un smartphone d'entrée de gamme. Pour le nouveau smartphone d'Apple d'entrée de gamme, parce qu'à chaque fois il y a plusieurs gammes, coûtait $1000. Je ne sais pas si toi c'est une période qui t'a un peu marqué ou c'était un truc où on commençait à se dire ok, pas du tout. Mais il y a eu quand même un moment où on a commencé à se dire que C'était en quelle année tu vois, il y a plein de blagues tous les ans. C'est en 2017. Qu'est-ce que je faisais en 2017 ? Ah ouais, non, je vivais ma vie. Non, je m'intéressais tout simplement pas à la tech spécialement en général. Ok. Ouais. Ok. Moi en 2017 j'étais en terminale et je me couchais à 5h du mat pour suivre les différentes conférences et toutes les vidéos des mecs qui faisaient des reviews. Je trouvais ça fascinant. Et quand ils ont sorti leur iPhone au-dessus des $1000, c'était incroyable. J'étais dans la campagne. Il y a petit décalage, effectivement. Pas d'iPhone. Et effectivement, il y a peu de chance. Et donc, en 2017, ils ont sorti le premier téléphone avec un prix dépassant les $1000. Donc, ça a évidemment fait jaser partout, des mèmes en pagaille, des tas de personnes qui se moquent, qui rient, à raison ou à tort, dans tous les cas. Ils ont fait ça et il faut comprendre quelque chose, c'est qu'ils n'ont pas fait ça parce que l'iPhone leur coûtait plus cher. Ils ont fait ça pour augmenter leur marge
et gagner plus de fric globalement. Pour vous donner une petite idée, en 2013, Apple, c'était 37% de marge en moyenne sur leurs produits. En 2024, c'est 45% de marge. Donc Apple vend plus cher, non pas parce que ça lui coûte plus cher, mais parce qu'il veut faire rentrer plus de thunes. C'est énorme, hein, 45. Et ça marche très bien. Mais à leur place, ce qu'ils vendent, C'est énorme. c'est pas du service, quoi. Donc C'est énormissime. Donc ça marche très très bien. C'est marge brute sur les produits, évidemment. Hein, on enlève le marketing, etc. Mais sur le produit pur, là, ils le vendent 45% plus cher que ce que ça leur coûte, alors que c'était que 37. Donc il y a 5, 6, 7, 8, il y a 8 points de marge supplémentaire en l'espace de 11 ans. Ce qui est beaucoup, puisqu'en fait, la plupart des autres, c'est plutôt l'inverse. Ils ont tendance à réduire un peu les marges pour proposer des trucs moins chers. Sauf qu'en dépassant le millier d'euros, Apple a ouvert le terrain pour dépasser le millier d'euros pour tous les concurrents. C'est ce qu'ils font assez souvent. En fait, au niveau des fonctionnalités, ils ne sont pas forcément premiers. Par contre, ils vont venir chercher des nouvelles choses. Et ils le font bien, très très bien à chaque fois. Quand ils sont venus chercher les $1000, ça a ouvert pour tout le monde. Les challengers, les Xiaomi, les Oppo, Samsung, on ne peut pas vraiment dire que c'est un challenger parce que c'est une stratégie complètement différente, mais ils sont au coude à coude en termes de vente. Mais tout ce qui est Oppo, tout ce qui est Xiaomi, tout ce qui est… j'en ai plusieurs autres en tête, mais vous voyez toutes ces gammes de marques qui font notamment des promos avec les influenceurs sur YouTube, sur les réseaux et tout. Eux, ils n'étaient pas chers. Ils étaient dans les 400, $500. Et du coup, le fait qu'Apple ouvre le $1000 a permis à toutes ces marques d'augmenter un peu. Ils ont donc pu aller chercher des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux talents. Et en fait, ça a fait un truc vraiment incroyable, c'est que tout le monde a commencé à augmenter un petit peu son prix. Et donc, tout le monde est passé au-dessus des $400, au-dessus des $500, au-dessus des $600. On avait des premiers Oppo qui se voulaient… la marque Challenger, c'est l'inflation bien entendu, qui se voulait la marque Challenger d'Apple avec des super fonctionnalités et tout, qui est passé au-dessus, juste au-dessus des $600, je crois $609. Et l'année d'après, après que la majorité des concurrents soient passés au-dessus des $600, Apple est arrivé sur le marché avec un iPhone SE à $489. Et Apple, à ce moment-là, est venu inonder en une seconde un marché qui n'était plus servi. Et donc, c'est le braquage du siècle puisque non seulement ils ont réussi à augmenter leur marge au fur et à mesure en vendant des produits plus chers, mais une fois que ça a été fait, que ça a été consolidé, que tout le monde avait suivi la tendance, ils sont venus mettre un coup d'enclume avec un produit d'appel, qui est devenu un produit d'appel pour eux ensuite, puisque la stratégie est beaucoup plus large que ça, à $489. Donc répondre à un marché qui, lui, n'était plus servi, qui n'avait plus de téléphone neuf pour ce prix-là, téléphone neuf, et évidemment, on parle de puissance équivalente à ce qui se fait dans la gamme de tous les smartphones que je viens de citer. Et du coup, en faisant ça, premièrement, ils viennent chercher des nouvelles personnes qui n'ont pas forcément le budget pour mettre $1000 dans un téléphone. Ils viennent chercher aussi des nouvelles personnes qui n'en ont rien à faire d'avoir Face ID, qui n'en ont rien à faire d'avoir les dernières nouveautés d'IA, etc., qui veulent juste un smartphone relativement moderne et qui n'est pas trop lent. Et c'est un produit d'appel parce que c'est pas très cher, mais ça permet ensuite énormément de choses. C'est un produit d'appel vers les AirPods, vers les Apple Watch, vers en fait tout un tas de choses qui sont beaucoup plus rentables pour Apple que les iPhones. Parce que même si c'est 45% de marge actuellement, en fait c'est quasiment ce qui est le moins rentable pour Apple, puisque ce qui est le plus rentable aujourd'hui, c'est du software. Puisque c'est ce qu'ils vendent avec le plus de marge. Là, la marge est titanesque et la capacité à le vendre est de plus en plus importante puisqu'ils font des iPhones de plus en plus résistants qui durent de plus en plus longtemps. Donc forcément, ils savent que le nombre de ventes va baisser. C'est pour ça qu'ils sortent de nouveaux produits, Vision OS, etc. Mais là où ils font le plus gros de leur marge, c'est sur le software. Apple TV, etc., etc. Et donc, ce qui m'amène à ce point très intéressant, c'est qu'avec l'IA, Apple va sûrement faire à peu près la même chose. C'est-à-dire que là, c'est quand même le premier à officialiser un partenariat avec OpenAI, il me semble. C'est le premier à vraiment mettre en avant ChatGPT à l'intérieur des iPhones qui sera intégré. Le premier le partenariat, tu comptes pas Microsoft ? C'est inclus c'est la même boîte. OpenAI et Microsoft ? Oui, ils se possèdent en partie quand même. Il y a une partie pas vraiment quand même. Il y a une partie de Microsoft qui possède OpenAI. Ouais, il y a une grosse partie, mais je veux dire, après, non, c'est de là à dire que c'est la même boîte, ils ont un partenariat parce qu'ils ont donné énormément d'argent, mais c'est pas du tout la même boîte quand même.
D'ailleurs, Microsoft Oui, fait non, leur mais- propre modèle actuellement. Oui, donc, mais c'est plus. Oui, alors on va dire que c'est presque la première boîte. Allez, C'est- je te l'accorde si tu veux. Non, mais c'est moins. Comment dire, ils sont affiliés très clairement, quoi. Ils ont des liens. Ils sont affiliés partie prenante très clairement, mais c'est pas du tout la même boîte pour autant quand même. D'ailleurs, tu le vois dans les rebondissements régulièrement sur Twitter, etc. Oui, quand oui, tu avec suis un peu cette ce qui se passe. histoire. Oui, j'ai vu. Enfin, tu vois bien que c'est quand même deux boîtes différentes. Enfin, c'est pas, ça leur appartient pas non plus vraiment quoi. Enfin voilà. Bref, Mais bon, voilà. c'est Mais, la première mais boîte c'est vrai hors qu'après, Microsoft. voilà, en dehors de Microsoft, qui est un cas à part, on est d'accord. Oh, c'est tout à fait. En dehors de Microsoft, ce cas à part, qui nous ennuie tous, hein, évidemment, à crever, Microsoft, eh bien, Apple est le premier à intégrer ChatGPT directement dans l'iPhone. C'est-à-dire qu'il y aura en un simple bouton, on peut ouvrir ChatGPT, on peut le plugger évidemment à son compte ChatGPT. Et je trouve ça génial parce que ça rejoint un truc que je disais la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'est que l'IA, pour moi, deviendra intéressante quand elle fera partie de nos usages, nos vrais usages, dans les usages de la ménagère. Et là, je pense qu'on y va tout droit avec Apple qui se lance dans le grand bain de l'IA, qui se lance finalement pas tant que ça dans le grand bain de l'IA, puisque c'est juste fait avec OpenAI. Je trouve ça très sympa. Et je vous laisse méditer sur les problèmes que ça peut poser. Il y a aussi tout un tas d'histoires en rapport avec le fait que en fait, l'IA d'Apple va créer un profil sur vous. Vous allez avoir un profil sur votre iPhone, sur votre compte iCloud, qui sera évidemment sécurisé, pas divulgué, etc. Et ça permettra à l'IA d'en permanence faire des choses avec vous, interagir avec vous et de faire des trucs super intéressants, faire des actions concrètes sur votre iPhone pour lui demander des trucs. Bref, ça annonce que du bonheur et je suis pressé que tu passes à l'iPhone pour qu'on puisse en parler ensemble. Bah ouais. Écoute, merci pour cette chronique d'un passionné d'Apple. Écoute, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, il faut qu'on s'arrête là. Donc, merci fait. beaucoup pour cette dernière chronique. Et puis, bah, à vous tous qui nous écoutez, si jamais ça vous a plu et que vous voulez qu'on prépare davantage des sujets un peu comme on l'a fait maintenant, n'hésitez pas à nous encourager dans notre travail, dans ce podcast, en laissant une évaluation sur la plateforme de podcast Tout de à votre fait. choix. Ça nous aide vraiment énormément de Ouais. faire ça. Vraiment beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine Tout à fait. avec d'autres sujets à évoquer tous ensemble. Merci beaucoup Louis, c'était un plaisir. Merci à toi Alexis et encore joyeux 20e épisode. Joyeux 20e épisode Louis.